Salut, c'est Jonathan, ton conseiller en Haute-Gironde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui puisqu'on va parler d'investissement immobilier. Et oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent sur cette chaîne. Je donne souvent des conseils aux vendeurs, aux acheteurs, voilà, dans leurs transactions immobilières. Et on parle très rarement d'investissement. Donc aujourd'hui, voilà, pour changer un petit peu, pour éviter que vous vous ennuyiez, on va changer de thème. Et c'est surtout que je vais répondre à la question de Yannick. Yannick, tu m'as posé une question. Tu m'as demandé comment optimiser tes investissements et tu souhaites un petit peu qu'on parle de défiscalisation dans l'ancien. Alors, je suis content parce que tu as employé le mot défiscalisation dans l'ancien. Tu as peut-être vu mon dernier article de blog sur mon site qui parle de l'investissement loi Pinel, notamment avec la défiscalisation dans le neuf, où j'explique que tout simplement dans 99% des cas, faut pas y aller, pour rester poli. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vais te donner en fait ma notion personnelle de ce que c'est qu'un bon investissement en fait. Voilà, un investissement rentable qui va te générer de l'argent tout de suite. On va parler dans un deuxième temps des 3 leviers justement pour optimiser cet investissement-là. Donc là, on va rentrer vraiment dans le dur. Je vais commencer vraiment à répondre à ta première question. Après, on va parler de la partie technique, de la fiscalité. Donc voilà, comment vraiment optimiser sa fiscalité, les régimes fiscaux dans l'ancien, le meublé, le nu. On va décortiquer un petit peu tout ça. Et enfin, je te donnerai en dernier chapitre ma notion du meilleur investissement sur le Nord-Gironde. Voilà, les 2 investissements à mon sens les plus rentables. Alors tu te doutes que on va pas rentrer vraiment dans les détails d'un investissement parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. On va donc survoler vraiment ce que c'est qu'un bon investissement avec comment l'optimiser avec la fiscalité, les leviers qui permettent d'arriver déjà à respecter les fondamentaux, les bases. Puis après, si tu as des questions vraiment, tu as besoin de rentrer plus dans le détail, il n'y a pas de problème, tu peux me contacter. À tout de suite! Ok, avant de démarrer, comme d'habitude, tu vas trouver 2 liens dans la description de la vidéo, que tu sois vendeur ou acheteur sur le Nord-Gironde. Tu as ton lien qui t'est totalement dédié, tu cliques dessus. En plus, tu vas pouvoir télécharger plein de documents que j'ai créés rien que pour toi, pour t'aider dans tes projets. Si tu as besoin d'un avis de valeur, c'est pareil, je me déplace gratuitement sur tout le Nord-Gironde. Tu pourras me parler de ton projet de vente. Allez, on attaque! On attaque avec ma propre notion de l'investissement. Ça n'engage que moi, mais en tout cas, pour les avoir fait sur le terrain, ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi. Donc, je vais te donner voilà 6 commandements, 6 grandes règles. C'est vraiment les bases, c'est les fondamentaux pour moi d'un bon investissement. Si tu as un seul de ces points qui n'est pas respecté, ben, je vais t'inviter à faire très attention et à éventuellement finalement laisser passer le bien parce que ça risque tout simplement de bloquer quelque part. Donc, le premier commandement que je vais te donner, ça va être tout simplement de prévoir un investissement qui ne va pas te plomber pour les années à venir et donc qui soit du coup reproductible. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'en fait, ton investissement, il faut qu'il soit suffisamment rentable en fait pour pouvoir tout simplement enchaîner donc sur éventuellement un autre investissement ou enchaîner sur ta résidence principale si tu es locataire. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu investis en fait et que tu as donc des revenus, la banque va, pour la part de risque, voilà, la vacance locative, les éventuels imprévus, la banque va comptabiliser que 70% de tes revenus. Donc il y a 30% si tu veux qui n'existent pas. Si par exemple tu fais, je ne sais pas moi, 10 000 euros de revenus par an sur du locatif, la banque va tout simplement considérer que tu gagnes 7 000. Les 3 000, ça va être pour la vacance locative, pour le risque, pour se prévaloir. Donc ce qui veut dire que si tu fais des investissements qui ne sont pas suffisamment rentables, la banque elle risque tout simplement de te dire stop parce que tu vas rapidement atteindre ton taux d'endettement qui voilà, généralement quand tu arrives à 33%, 33-35%, ça risque d'être un peu plus compliqué en règle générale. Encore une fois, ce n'est pas une généralité parce que chaque cas est différent, mais en général, ça se passe plutôt comme ça. Deuxième commandement, je vais t'inviter à faire un investissement qui ne te coûte rien à l'achat. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que
Dans la plus grande majorité des cas, surtout en ce moment où l'argent ne coûte pas cher, où les taux sont très bas, je vais t'inviter à tout simplement ne pas donner d'apport si tu en as. Dans la grande majorité des cas, si tu trouves un investissement suffisamment rentable et qui va te générer du coup un bon rendement et du cash flow, du bon cash flow, tu n'as pas besoin de mettre d'apport parce que le loyer couvrira largement la mensualité. C'est ce qu'il faut. Parce que la trésor, si tu as de l'épargne, c'est mieux de la garder. C'est mieux de la garder. D'abord, pourquoi? Parce que ça rassure les banques. Voilà, si tu mets tout en épargne dans ton premier investissement et que après dans un deuxième, tu n'en as plus, tout simplement, la banque, voilà, l'épargne, c'est bien parce que souvent, ça rassure les banques. Mais voilà, tu l'as, mais tu l'utilises pas parce que si tu l'utilises, tu l'as plus. De plus, j'invite toujours les investisseurs qui me posent des questions de toujours se garder, entre guillemets, un an voilà, d'épargne, on va dire un an d'esprit tranquille pour les éventuels travaux imprévus, pour la vacance locative s'il y en a, pour les impayés, on ne sait jamais, ça peut arriver, même si c'est que 2% du parc locatif en France, ça peut arriver quand même. Donc voilà, tu te gardes cette trésor. La trésor, c'est super important, c'est dur à gagner. Donc il faut que tu trouves un investissement qui ne te coûte rien à l'achat. Dans la continuité, troisième commandement, un investissement qui ne te coûte rien par mois, et celui-là, c'est à mon sens encore plus important. C'est encore plus important parce que il faut que tu trouves un investissement suffisamment rentable pour avoir du cash flow. Il faut que le loyer soit largement supérieur au crédit. Pourquoi? Parce que tout simplement, encore une fois, si tu es locataire de ta résidence principale ou que tu veux enchaîner les investissements, si tu es un peu juste au niveau de la mensualité et que tu ne génères pas suffisamment de revenus, déjà tu vas te retrouver dans un effort d'épargne, donc ton bien va te coûter par mois et tu vas rapidement arriver au maximum de ton taux d'endettement, ce qui fait que tu ne pourras pas enchaîner tout simplement. Et enfin, on continue dans cette continuité, justement, un bien qui ne te coûte rien à la revente. J'ai l'habitude de dire qu'une bonne affaire se fait à l'achat. Il faut que un bon investissement se fait à l'achat. Il faut que tu achètes en dessous, que tu arrives à acheter en dessous du prix du marché et que si tu fais des travaux, tu arrives maximum voilà, dans les prix du marché du moment. Si tu te trompes dès l'achat, tu vas te plomber ton investissement, tu ne seras pas rentable. Si tu veux enchaîner, tu ne pourras pas et du coup, tu vas être bloqué. Donc, il faut que ton bien te coûte rien à la revente. Donc, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu fasses un investissement dans l'espoir de faire une plus-value. La plus-value, c'est à mon sens la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Si tu en fais une, c'est bien. Si tu en fais pas, il n'y a pas mort d'homme. Moi, ma notion de l'investissement, c'est d'être rentable tout de suite, c'est de gagner de l'argent tout de suite. Et si tu as une plus-value latente, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que c'est le jackpot. Mais on n'est pas magicien, on n'est pas des spéculateurs. Personne sait dans un an, 2 ans, 10 ans comment sera le marché. Investisseur pour faire du cash flow et être rentable tout de suite, c'est de l'investissement. C'est pas un autre métier qui est marchand de biens. Ça, c'est encore autre chose et c'est à mon sens bon, il y a moyen de gagner beaucoup d'argent, mais c'est un peu plus risqué et c'est pas ce qu'on va développer dans cette vidéo. Prochain point hyper important, c'est qu'il faut que ton bien crache du cash flow, c'est-à-dire que le cash flow, à l'inverse du cash squeeze, c'est un excédent de trésorerie. Donc j'en reviens en fait au fait que ton bien ne doit absolument rien te coûter par mois. Il faut que le loyer dépasse largement la mensualité. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver en effort d'épargne. Donc, ton bien va te coûter de l'argent tous les mois. Tu vas avoir de la fiscalité. Moi, je le vois très souvent sur le terrain. Et les gens, ils me disent, voilà, j'ai acheté un bien, j'ai 600 € de loyer, j'ai un crédit de 500 €, je gagne 100 € par mois. D'accord. Mais une fois que tu as sorti la taxe foncière, les assurances et les intérêts, en fait, il te reste… ah non, pardon, en fait, tu dois 200 € par mois. Tu vois? Et ça, c'est 90% des gens qui oublient cet aspect fiscal. Donc voilà, il faut vraiment que tu fasses tes calculs. Évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail des calculs aujourd'hui parce que sinon, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais on pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais il faut vraiment que ton investissement soit minimum, et ça, c'est vraiment un grand minimum,
à zéro. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tes rentrées moins tes charges, que tu sois à zéro. Et c'est un grand minimum. Moi, personnellement, si je suis à zéro, ça ne m'intéresse pas. Moi, un investissement, c'est fait pour gagner de l'argent. Si je suis à zéro et que, par exemple, je dis une bêtise, j'ai le cumulus qui lâche, ben, je vais devoir donner de l'argent de ma poche, en fait. Et là, c'est plus un investissement, c'est quelque chose qui me coûte. C'est pas quelque chose qui me rapporte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que tu sois rentable tous les mois et que tu aies assez de cash flow par mois pour pouvoir te dégager ce qu'on appelle un revenu passif. Même si c'est que 100 ou 150 euros par mois, au moins c'est ça que tu peux placer pour faire éventuellement un autre investissement plus tard, ou si tu as un imprévu, de pouvoir justement l'utiliser pour changer le cumulus, pour un loyer impayé, pour des frais, pour améliorer le bien, pour tout ça, quoi. Donc voilà, il faut que tu aies du cash flow. Et pour ça, il faut trouver la bonne affaire. Donc, comment trouver une bonne affaire? C'est en prospectant. Et j'ai envie d'aller plus loin. On va en parler voilà, un peu plus tard dans la vidéo. J'ai envie de dire qu'une bonne affaire, ça ne se trouve pas, ça se crée. Tu peux tout simplement acheter une énorme baraque et faire plusieurs appartements dedans. Là, tu seras ultra rentable. Tu peux faire un meublé que tu auras rénové. On va en parler dans la fiscalité. Les revenus sont considérés différemment que les revenus fonciers. Donc, voilà, tu passes plus de choses dans les charges. Donc, c'est rare de payer de la fiscalité. Donc, l'idée, c'est plus de créer ta bonne affaire, parce que c'est clair que si tu vas acheter la maison comme font 90% déjà des gens, acheter un bien, voilà, c'est bon, là j'ai 600 euros de loyer, 500 euros de crédit, c'est bon, j'investis. Tu te mets en danger. Concrètement, tu te mets en danger parce que ton bien, en fait, il te coûte de l'argent tous les mois. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Le vendeur, il voudra jamais lâcher en dessous du prix du marché. Moi, ça fait des années que je cherche, j'ai pas trouvé tout ça. Moi, je peux te garantir que j'habite sur le Nord Gironde et que j'ai investi sur le secteur et que je suis rentable. Donc, je vais te donner après mes 2 meilleurs investissements, voilà, pour que pour que ça puisse t'aider. Mais en tout cas, tu peux trouver. Alors évidemment, ça va faire appel à d'autres compétences parce qu'il va falloir négocier, il va falloir que tu étudies le marché, il va falloir que tu fasses des recherches. Ça se fait pas tout seul, attention. C'est clair que si tu veux un truc facile, tu vas faire un Pinel. Le mec là qui va te le vendre, il va tout faire. Par contre, tu vas filer 300 balles par mois parce que voilà, tu n'as aucune rentabilité. En gros, il faut que tu partes du principe que plus ton investissement il sera facile, moins tu auras de choses à faire. Et plus malheureusement ton investissement il sera pourri parce que tu n'auras aucun rendement entrepreneurial, tu n'auras rien créé. Donc très souvent dans cette situation-là, tu vas te retrouver en effort d'épargne. Et à contrario, plus tu vas créer des choses, plus tu vas, on va le voir après, faire des travaux pour optimiser la fiscalité, plus finalement, c'est bête à dire, mais tu prends un peu plus de risques, plus en général les investissements sont rentables. Maintenant qu'on a vu ce que c'était voilà, les bases d'un bon investissement et qu'on a respecté les fondamentaux, maintenant on va parler de 3 leviers pour l'optimiser justement cet investissement. Alors le premier levier, c'est tout simplement la banque évidemment. La banque va te permettre d'acquérir un bien, chose que tu n'aurais certainement pas pu faire si elle n'était pas là. Enfin moi c'est pareil, hein, on n'a pas tous 100 000 ou 150 000 sur le compte, voilà. À moins que tu les aies, mais moi je les ai pas, je sais pas toi, mais donc la banque évidemment va te permettre d'acquérir un bien qui plus est va être payé par le locataire. Donc ça c'est le premier effet de levier. Le deuxième en fait c'est la fiscalité. La fiscalité c'est évidemment à prendre en compte parce que alors, les revenus fonciers sont fortement imposables, donc il va falloir utiliser des leviers pour la faire baisser, voire l'annuler, ce qui nous emmène au troisième levier, qui sont bien évidemment les travaux. Donc en fait, l'idée c'est avec les travaux d'arriver à faire en sorte que par an, en fait, le bien te coûte plus cher que ce qui te rapporte. Alors là, tu vas me dire, attends, qu'est-ce que tu me fais là? Depuis tout à l'heure, tu es en train de me dire qu'il faut avoir du cash flow, mais en plus, là, tu me dis qu'il faut qu'il me coûte plus que ce qu'il me rapporte. T'as fumé quoi. Non. Pourquoi? Parce que les travaux sont super importants, parce que non seulement tu vas le prévoir
dans ton financement? C'est la banque, c'est l'effet de levier numéro 1 qui va te permettre de les financer. Donc, ils sont compris dans ta mensualité. Et on a vu dans le premier chapitre que le loyer doit être largement au-dessus de ton crédit, ce qui fait que tout sera compris dans la mensualité. Donc, évidemment, le projet global loyer moins charge égale cash flow, enfin je l'espère pour toi, et ce cash flow net sera vraiment net de toute fiscalité de travaux. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper important, c'est le troisième levier qui va te permettre en fait d'optimiser ton investissement. Donc évidemment, numéro 1, la banque, numéro 2, la fiscalité et enfin les travaux qui vont avec la fiscalité qui vont te permettre en fait de défiscaliser. Justement, puisqu'on parle de fiscalité, on va rentrer un peu dans le technique, un peu dans la théorie. Donc, voilà, tu as deux grandes familles de revenus dans l'immobilier. En fait, tu as ce qu'on appelle les revenus fonciers et les revenus BIC. Les revenus fonciers, c'est tout ce qui est location nue. C'est location, loi 1989 avec des baux 369. C'est la location classique. Là, tes revenus sont considérés comme des revenus fonciers. C'est des revenus issus du civil. Donc, tu es imposé sur ton taux marginal d'imposition plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, il faut que tu rajoutes tes revenus fonciers sur ta feuille d'imposition qui sont des revenus catégoriels auxquels tu augmentes donc ta fiscalité par rapport à ton taux marginal d'imposition et dans tous les cas, tu rajoutes toujours 17,2% de prélèvements sociaux. Ça, ce sont les revenus fonciers. Après, tu as, on va dire, deux sous-régimes. Tu as le microfoncier, qui est à mon sens le régime le plus pourri parce que en fait, tu prends la somme de tes revenus, tu fais un abattement de 30% et tu es fiscalisé sur ce qui reste. Donc là, excuse-moi, mais tu n'as absolument rien optimisé puisque tout simplement, tu es taxé à tes revenus moins 30%. Donc, si tu as pas mal de revenus, tu vas être quand même fortement taxé. Taux marginal d'imposition plus prélèvements sociaux 17,2%. Deuxième sous-régime qui, à mon sens, est le plus intéressant, c'est le régime réel. Le régime réel, c'est là où tu vas vraiment déduire au réel tes revenus moins tes charges. Je ne rentre pas dans les détails pour savoir comment tu as droit parce que c'est pareil, c'est pas l'ordre du jour. Tu es au réel obligatoirement après 15 000 euros de revenus. Quand tu choisis un régime, tu es parti pour 3 ans. Voilà, en gros, c'est les grandes lignes. Je ne rentre pas dans les détails. Cependant, là où c'est l'objet de la vidéo, c'est que quand tu es au réel, et là, on parle vraiment d'optimisation, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du déficit foncier. Le déficit foncier, c'est tout simplement le fait que tes charges annuelles seront plus importantes que tes revenus. Et là où tu fais baisser ta fiscalité, c'est que, en fait, quand, je te dis une bêtise, je te donne un exemple, tu as 10 000 euros de revenus locatifs. Cette année-là, tu as 20 000 euros de charges. Donc, tu fais tes revenus locatifs moins 20 000, tu arrives à moins 10 000. Tu es d'accord avec moi? Donc, ce qui se passe en fait, donc de 10 000 euros à 0, tu fais baisser, donc tu annules tes impôts liés à ton investissement. Et de 0 à moins 10 700, tu baisses en fait tes revenus, tu baisses tes impôts, tes revenus globaux de moins 10 700. Donc là, en fait, le fait de faire des travaux dans l'ancien te permet en fait de baisser ta fiscalité sur tes revenus globaux. Est-ce que tu as compris? Je recommence. Donc le déficit foncier, tu vas avoir des coûts supérieurs à tes rentrées d'argent. Évidemment, tout ça, tu l'as calculé avec le fait que la banque a financé la totalité, ce qui fait que tu le retrouves dans ton cash flow. Donc, tu es rentable. Donc, non seulement tu es rentable, tu fais du cash flow, mais en plus, tu baisses ta fiscalité puisque tu peux défiscaliser jusqu'à moins 10 700 euros. Voilà, donc ça c'est une première défiscalisation dans l'ancien. Ça c'est la partie revenu foncier, c'est la partie location nue. Maintenant tu as une deuxième grande catégorie, c'est le meublé. Là les revenus ne sont pas considérés comme des revenus fonciers, mais sont considérés comme des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Là tu es considéré comme un loueur, on appelle ça le statut LMNP, loueur meublé non professionnel ou
professionnel. À mon sens, le non professionnel reste quand même plus intéressant que le professionnel, mais bon, là encore une fois, on va pas rentrer dans les détails dans la majorité des cas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est beaucoup plus intéressant quand tu as de la demande et quand tu as un marché pour du meublé. Donc là, on en revient aux fondamentaux. Il faut bien étudier le marché pour voir si tu as de la demande dans du meublé. Donc là, c'est plus intéressant fiscalement. Pourquoi? Parce que en fait, tu amortis beaucoup plus de choses dans tes frais, des choses que tu ne peux pas faire dans le nu. Par exemple, tu vas amortir le bien. C'est-à-dire que le fisc va considérer que vu que les années avancent et que le temps passe sur ton bien perd de la valeur, même si c'est en réalité l'inverse qui se passe. Mais vu que le fisc considère que ton bien perd de la valeur chaque année, tu vas faire un amortissement du bien. Tu peux aussi amortir les frais de notaire. Tu peux passer beaucoup plus de charges en fait dans tes frais, ce qui fait que en règle générale, quand tu fais du meublé, entre 8 et les 10 premières années, tu payes très rarement de la fiscalité, sauf si encore une fois ton investissement est pourri. Donc là, au niveau de la fiscalité, c'est pareil. Tu as le micro BIC et le régime réel. Évidemment, dans 99% des cas, le régime réel est plus intéressant que le micro. Alors, le meublé est un peu plus intéressant au niveau de l'abattement parce qu'au lieu d'avoir un abattement de 30% comme pour les revenus fonciers, tu as un abattement de 50%. Mais même avec 50%, du coup, tu es fiscalisé sur la moitié de tes revenus. En règle générale, à 99%, ça sera bien plus intéressant d'être au réel. Donc ça, c'est pour la partie fiscalité. Alors après, c'est vrai qu'en meublé, tu as d'autres choses. C'est pas tout à fait les mêmes délais, tu vois, quand tu veux donner congé à ton locataire. Parce que les baux, au lieu d'être sur 3 ans, c'est sur 1 an. Quand tu veux donner congé à ton locataire, tu as un préavis d'1 mois au lieu de 3, en règle générale, quand tu n'es pas en zone tendue pour des revenus fonciers. Donc voilà, tu as d'autres paramètres un peu moins contraignants que dans le nu. Donc voilà, ça c'est pour la fiscalité, revenu foncier en nu, revenu BIC en meublé. En règle générale, il faut que tu retiennes que dans 99% des cas, tu seras bien plus rentable au régime réel parce que tu vas pouvoir amortir le bien en meublé, tu vas pouvoir passer beaucoup plus de choses dans les frais. Et encore une fois, les travaux te permettront de faire du déficit foncier. Petit bémol sur les travaux, fais très attention aux travaux que tu fais. Seuls les travaux d'amélioration et d'entretien sont comptabilisés pour défiscaliser. Si par exemple, tu fais une construction, tu crées de la surface, tu divises tu divises un appartement ou tu divises une maison, là tu crées de la surface, tu modifies la maison, mais ce n'est pas de l'amélioration, ce n'est pas de l'entretien, donc ça tu ne peux pas le défiscaliser. Attention aux travaux que tu fais, c'est uniquement de l'entretien et de l'amélioration. On conclut avec, à mon sens, les 2 meilleurs investissements à faire sur le Nord-Gironde. Pourquoi le Nord-Gironde? Parce que premièrement, voilà, cette chaîne est spécialisée sur l'immobilier sur le Nord-Gironde. Et puis les 2 investissements que je vais te donner ne conviendront peut-être pas sur un autre secteur ou sur une autre commune parce que voilà, je te rappelle que le plus important quand on investit dans l'immobilier, que ce soit pour la résidence principale ou un investissement, il faut toujours vérifier l'emplacement, la commune et voire même l'emplacement dans la commune. Donc voilà, 2 investissements les plus rentables à mon sens en Haute-Gironde. Le premier, c'est l'immeuble de rapport. Un immeuble de rapport, c'est tout simplement un bien avec plusieurs logements dedans. Pourquoi c'est super rentable? Tout simplement parce que tu vas avoir 2, 3, 4, 5 loyers qui vont rentrer et qui vont normalement, sauf si le vendeur s'enflamme, mais si le vendeur s'enflamme, tu n'y vas pas évidemment, normalement tous ces loyers vont couvrir largement ta mensualité en règle générale. Donc là déjà, tu es souvent très rentable. Et voilà, autre particularité de l'immeuble de rapport, ça c'est le côté un poil où il faut faire attention, c'est que l'immeuble de rapport est un bien qui n'est pas super liquide, c'est-à-dire que c'est un bien qui ne va pas se revendre super facilement parce que souvent il n'y a pas de jardin, surtout en ruralité où les jardins sont recherchés. Donc les vendeurs, ils peuvent un petit peu galérer un petit peu, surtout que souvent ce sont des biens qui conviennent qu'aux investisseurs parce que souvent ils sont loués. Donc qu'est-ce qui se passe? Toi en tant qu'investisseur, tu as du poids pour négocier. Donc tu peux acheter pas très cher et de l'autre côté avoir pas mal de revenus. Donc
Et cerise sur le gâteau, tu achètes ton immeuble de rapport, tu fais les travaux et en plus tu fais du déficit foncier. Donc là, non seulement tu as un cash flow de malade, mais en plus tu ne payes pas de fiscalité. Moi, je vais te donner un exemple. Je viens d'en vendre un là, à Saint-Savin avec 3 logements. Alors 3 logements, immeuble de rapport avec 3 logements. Tu as 1300 euros de revenus locatifs pour 650 euros de loyer. Je te laisse calculer le cash flow. Donc là, tu vois, tu as un exemple concret de rapport. Et en plus, il y a des travaux. Donc mon acheteur, il ne va pas payer de fiscalité pendant au moins 3 ans. Voilà. Donc quand tu arrives à la fin, on va dire, de ton petit programme de fiscalité, que tu sais que là, par contre, tu vas commencer à en payer, tu as 2 cas de figure. Soit tu l'acceptes, parce que voilà, même avec la fiscalité, tu l'as prévu, tu auras quand même du cash flow, donc tu l'acceptes, soit tu revends. Et quand tu revends un immeuble de rapport, quand c'est possible, et là aussi il faut faire très attention, parce qu'il faut souvent créer des copropriétés, tu peux vendre à la découpe. C'est-à-dire que tu as acheté au prix de gros et tu revends les logements séparément. Donc là, tu respectes tous les fondamentaux. Ça te coûte rien à l'achat, ça te coûte rien par mois et ça te coûtera normalement rien à la revente. Donc l'immeuble de rapport, pour moi, c'est à mon sens le plus rentable à faire sur le secteur. Ça va vraiment te permettre de faire du cash tout de suite. Deuxième investissement, plus rentable, enfin moins rentable à mon sens, mais très intéressant aussi sur le secteur, ça va être le meublé, voire le meublé de tourisme. Tu as des communes sur le secteur où tu as de la demande. Ça, il faut faire très attention avec le meublé parce qu'il faut qu'il y ait de la demande. Tu vas pouvoir faire du meublé sur Saint-André-Cubzac ou les alentours très proches et tu vas pouvoir aussi en faire aux alentours de Blaye, entre Blaye et Bourg. Alors Saint-André, pourquoi? Parce que tu as beaucoup de commodités, tu as les collèges, tu as le lycée, donc tu peux avoir de la demande à ce niveau-là, voilà, pour des mutations de profs, ça arrive régulièrement, donc tu peux avoir une demande pour du meublé. Et tu peux aussi en avoir du côté du Blayais. Pourquoi? Parce que déjà, tu as la centrale avec pas mal de boîtes sous-traitées, donc les techniciens ont besoin de se loger. Donc là, tu peux faire du meublé classique ou du meublé courte durée. Et tu as aussi la citadelle. Bourg, il y a du tourisme aussi parce que c'est une très jolie commune. Donc tu peux avoir aussi une demande voilà, saisonnière et voire aussi à l'année avec la centrale. Donc pourquoi c'est intéressant de faire du meublé? Parce que déjà, on l'a vu, les revenus ne font pas partie des revenus fonciers mais font partie des revenus BIC. Tu vas amortir ton bien, donc tu as très peu de chances de payer de la fiscalité. Donc là, tu vas pouvoir être rentable également. Il faut juste faire attention que vraiment il y ait de la demande pour du meublé. Il faut faire une étude de marché, voilà, parce que en ruralité, le meublé, c'est un peu plus rare qu'en ville. Mais sur Saint-André-de-Cubzac ou Blaye et les alentours proches, tu as quand même un marché. Voilà, ben écoute, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir fait le tour. Voilà, donc comme je l'ai dit, on a survolé parce que c'est vraiment, vraiment complexe la fiscalité et l'investissement. On a abordé beaucoup, beaucoup de thèmes, mais sans vraiment rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures. Mais voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les marquer sous la vidéo. Si tu regardes cette vidéo et que tu as des questions sur n'importe quoi sur l'immobilier, voilà, sur le Nord-Gironde, n'hésite pas à me poser tes questions. Je te réponds en vidéo le plus vite possible. Je te rappelle que si tu as besoin d'un avis de valeur, je me déplace partout sur le Nord-Gironde gratuitement. Voilà, tu pourras me parler de ton projet. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Je te dis à très bientôt sur le Nord-Gironde. Ciao, ciao!